Salut. Il y a un truc qui est marrant avec le déménagement quand on y pense, c'est que généralement c'est sympa les déménagements. En fait, bon, ça dépend, hein, il peut y avoir des déménagements dans des conditions un petit peu difficiles, etc. Mais la plupart du temps, quand le déménagement se fait pour des raisons plutôt positives, les déménagements c'est plutôt une bonne journée, plutôt une journée sympa. Mais en fait c'est bizarre quand on y pense, parce que si on réfléchit bien, c'est juste une journée de galère en fait. C'est une journée où on passe sa journée à porter des trucs, où on se fatigue, où on se fait mal au dos. D'ailleurs, si on vous dit, bah, vous réservez tel jour, vous allez bosser toute la journée comme un fou, vous êtes fatigué et en plus vous serez même pas payé, vous allez pas me dire, ouais, carrément. Et vous allez dire, bah non. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un déménagement c'est un truc sympa? Qu'est-ce qu'il y a dans le déménagement qui fait que c'est pas juste une journée de corvée, une journée de galère, et qu'on repart pas en étant juste épuisé, comme on repart d'une journée de boulot. Alors comme vous voyez, je suis pas dans le décor habituel, en fait je viens de déménager. Pour l'instant, le temps que je ressorte le matériel, un décor, les lumières, tout ça, le format habituel ça va pas être pour tout de suite, on va mettre ça un petit peu en pause. Et je me suis dit que pour vous faire patienter un peu, j'allais vous faire 2-3 petites vidéos en mode vlog de l'été, à la cool. Alors la première raison qu'on peut donner, peut-être la raison la plus simple, c'est qu'un déménagement ça a du sens. Et c'est un sens qu'on voit directement. On sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on sait pour qui on le fait, et on voit directement les résultats de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le soir, la personne a changé de maison, quoi. On pense souvent qu'un travail est aliénant parce que ce sont des tâches simples, des tâches répétitives, sans intérêt. En réalité, c'est pas le cas. Un déménagement, c'est pas forcément aliénant, alors que ça consiste juste à déplacer des cartons. Le fait qu'un travail soit aliénant, en fait, c'est une question de sens qu'on met dans le travail. Un travail peut être très diversifié, très complexe et pourtant être totalement aliénant. Ou si vous pouvez passer votre journée à faire des calculs, rentrer des formules sur un tableur ou je ne sais quoi. Mais si vous savez pas tellement pourquoi vous le faites, à quoi ça sert, ce sera aliénant, même si c'est quelque chose qui demande un haut niveau de compétences intellectuelles et qui peut être très diversifié dans votre journée, n'empêche que ça peut être quand même aliénant. On pourrait croire que c'est parce que généralement on connaît les gens. Bon, c'est un peu vrai, hein, on va pas se le cacher, mais il n'y a pas que ça, parce que il y a tout un tas de situations qui sont un peu analogues, comme des chantiers participatifs ou du bénévolat, qui sont aussi des journées de travail difficiles et qui pourtant apportent de la satisfaction, de l'enthousiasme et peuvent permettre de passer une bonne journée. Quand on fait quelque chose de cet ordre-là, il y a une reconnaissance morale, voilà, il y a une certaine satisfaction d'avoir fait une bonne action, d'avoir rendu service. Et d'ailleurs, quand on est déménageur professionnel, en fait ça marche pas du tout. Quand on est déménageur professionnel, on passe juste notre journée à déplacer des cartons d'un point A à d'un point B, mais pour nous ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'on ne sait pas tellement pourquoi on le fait, pour qui, et on ne voit pas tellement le résultat dans le sens où nous on n'est pas là quand la personne va emménager, on ne va pas revenir chez elle après, etc. Parce que quand on le fait, c'est plus pour l'activité en elle-même qu'on le fait, c'est pour la rémunération. Si bien que le travail qu'on produit, en réalité, ça devient juste un moyen qu'on utilise pour obtenir autre chose, à savoir la rémunération. On ne fait pas le déménagement pour le déménagement, c'est-à-dire pour aider la personne, pour participer à l'activité. On fait le déménagement pour récupérer de l'argent, pour éventuellement après payer ses factures, aller en vacances. Du coup, le travail, ça devient juste la souffrance, le prix à payer pour pouvoir ensuite faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Le travail devient juste un moyen et plus seulement une fin, pour utiliser le vocabulaire un petit peu philosophique. Alors on pourrait se dire aussi qu'il y a un peu un genre de dette sociale quand on fait un déménagement. C'est-à-dire l'idée que c'est bien d'aller aider des gens à déménager, comme ça le jour où ce sera nous qui déménagerons, il y aura des gens pour venir nous aider. Alors c'est un peu vrai, mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas une dette vraiment au sens une dette monétaire ou quelque chose comme ça. Parce que bien sûr, s'il y en a un qui est jamais là, et qui s'arrange toujours pour être absent au déménagement, il est possible qu'il soit sanctionné socialement au bout d'un moment, quoique c'est même pas sûr. Il y aura peut-être quand même des gens qui viendront l'aider à déménager le jour où ce sera lui. Mais vous voyez bien que l'idée c'est que si le jour où vous déménagez, quelqu'un que vous avez aidé n'est pas disponible, vous n'allez pas aller le voir pour lui demander de vous rembourser votre journée de travail, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment
un échange de dons. Il y a une réciprocité, c'est-à-dire que vous donnez de votre temps et lui, il le donnera s'il le peut au moment opportun, don contre don. Voilà, il y a un petit peu de ça, dans le déménagement, qui est une forme, qui est pas vraiment une forme d'échange ou une forme d'échange désintéressé, c'est-à-dire qu'on donne sans attendre en retour. Mais il y a quand même un retour, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Vous voyez. L'idée qu'une dette doit toujours être soldée à équivalence stricte et si possible avec intérêt, c'est pas un principe aussi sain qu'on le pense instinctivement pour faire fonctionner un groupe, puisque s'en acquitter revient en fait à se libérer de toutes les obligations qu'on a les uns envers les autres. C'est un truc qu'on fait entre étrangers, entre quasi-ennemis. Entre proches par contre, on s'en doit une, je te paye un coup, et c'est le machin qui paye la prochaine, etc. Alors il y a un texte de Montesquieu qui dit « L'esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé à ces vertus qui font qu'on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité et qu'on peut les négliger pour ceux des autres. » Ce ne sont pas les bons comptes qui font les bons amis, bien au contraire. Ça, c'est vraiment une expression de petit épicier mesquin. Pas de livraison et pas de crédit, monsieur. Les bons comptes font les bons amis. Où est-ce que vous prenez les chaussettes? C'est la conséquence d'une vision purement commerçante et comptable des relations sociales, où toute dette est faite pour être remboursée comptant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette espèce de dette sociale, elle est pensée sur une dette de groupe, plutôt que sur une dette d'individu. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, viennent ceux qui peuvent quand il y a un déménagement, et c'est à chaque fois comme ça. Voilà. Et on va pas regarder précisément qui était là, à quel moment, etc. C'est juste le groupe qui a déménagé, et puis voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un aspect qui est intéressant qu'on peut creuser sur la notion de travail avec le déménagement. C'est l'aspect collectif du travail. Parce que vous savez, on dit souvent que si vous avez un ouvrier qui fabrique par exemple une table par jour, si vous le laissez travailler 10 jours, il fera 10 tables. Alors ce que vous pouvez faire sinon, si vous voulez 10 tables, c'est de prendre 10 ouvriers et puis de les faire bosser une journée. Comme ça, vous aurez 10 tables. Sans parler de gains de productivité, de division du travail, etc. C'est pas le sujet. Sauf que moi, en réalité, c'est pas comme ça que ça marche, parce que moi, vous pouvez me laisser aussi autant que vous voulez. Mon piano, je vais pas le passer tout seul par la fenêtre. Ok, c'est-à-dire qu'à 5, ça prend 10 minutes. Vous pouvez me laisser 2 ans, je vais forcer comme un ours, mais je vais pas le soulever. Il y a vraiment quelque chose dans le travail qui est la force collective qui se manifeste, la coopération. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que le travail, c'est pas juste la juxtaposition de gens qui travaillent les uns à côté des autres. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Le déménagement, c'est un truc collectif. C'est un truc qu'on fait ensemble et qu'on partage autour de salade froide et de chips. C'est pas un truc qu'on fait chacun dans notre coin, comme la veste de laine d'Adam Smith ou le crayon à papier de Milton Friedman, je crois. Qui est un truc collectif, mais c'est du collectif qui est atomisé, c'est du collectif chacun dans son coin. D'accord? Et tout ça parce qu'il y a le marché qui vient organiser. Mais dans le travail, il y a aussi du vrai collectif. Ça, c'est un aspect du travail qui était très présent avant. Faut savoir que la notion de travail a beaucoup évolué dans l'histoire des idées. C'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans tout ce qui était les corvées, quand il fallait faire les récoltes, la tonte de la laine ou les vendanges ou ce genre de choses. Où il y avait une espèce d'esprit de groupe comme ça où tout le monde se réunissait pour faire le travail ensemble et puis ça donnait lieu à une fête, à un repas, un banquet et c'était un moment social en fait. C'était une corvée, à la fois une corvée et à la fois un moment de regroupement, un moment de réunion, un moment où les individus faisaient société. Mais aujourd'hui, la définition du travail, elle a beaucoup évolué et souvent, ce qu'on entend aujourd'hui, en fait, c'est réduit presque à son aspect économique. C'est-à-dire que le travail, c'est penser ni plus ni moins que comme l'activité de production de marchandises. Alors que ce soit des biens ou des services, peu importe, mais quand on va produire quelque chose qu'on peut vendre ou acheter. C'est ce qu'on fait pour gagner notre vie. Voilà. Quand on vous demande c'est quoi votre travail, on vous demande qu'est-ce qui vous génère votre rémunération. Et puis, si on vous demande comment vous gagnez votre vie, en fait, on vous demande quel est votre travail. Oui. Il y a une association comme ça entre les deux qui est faite, alors que le travail, en fait, c'est beaucoup plus large que le moyen de gagner sa vie. C'est plus large que l'emploi. Au passage, ça permet de rappeler un truc très important, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été payé que vous n'avez pas travaillé. Ça, c'est par exemple un des grands combats féministes qui est la reconnaissance du travail domestique. Voilà. On peut parler aussi de l'esclavage ou de tout un tas de travaux qui ne sont pas rémunérés. Et à l'inverse, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas parce que vous avez été rémunéré que vous avez travaillé. Voilà. C'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous avez travaillé.
les dividendes, choses comme ça, ne sont pas des revenus du travail. Alors, généralement, si vous récupérez de l'argent, ça veut dire que quelqu'un a travaillé. Mais c'est pas forcément vous, quoi. C'est un peu ça la question. Tout ça pour dire que le travail, ce n'est pas juste une notion qui serait économique. Le travail ne doit pas être pensé juste seulement comme un nombre de postes avec un nombre de candidats, un nombre d'heures, un taux horaire de rémunération, un taux de productivité, etc. Mais le travail, c'est aussi un fait social à part entière, c'est-à-dire qu'il y a une dimension économique, certes, mais il y a aussi une dimension humaine, une dimension politique, une dimension morale, et quand on pense le travail, il faut penser à tout ça en même temps. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Travailler pour vivre a un sens. Travailler pour nourrir ses enfants a un sens. Et le travail reprend du sens dans ce sens-là parce qu'il n'est qu'un moyen au service de la vie. Le gros piège du travail, à l'opposé du télétravail, c'est que le travail empiète sur la vie et devienne la finalité ultime de la vie. Le télétravail agit comme un tamis, c'est-à-dire que seule la performance compte. On ne voit plus que le résultat. Vous savez, les gens qui font semblant avec des dossiers sous le bras, qui s'agitent dans les couloirs et qui font semblant de travailler, qui font signe qu'ils travaillent, en attendant ils ne travaillent pas, parce que quand on fait signe qu'on travaille, on est encore une fois accaparé par l'image qu'on projette, mais pas du tout par le travail effectif. Donc tous ces gens-là qui font semblant qu'ils sont dans une théâtralité, une comédie du travail, ne peuvent plus jouer cette comédie en télétravail. Seul le livrable, seule la performance compte. Donc d'une certaine façon, le management est plus direct parce qu'on s'occupe véritablement du résultat concret de ce qu'apporte le salarié et plus de cette gestuelle ou pantomime qui peut parfois tromper les apparences. Les études sont un peu ambivalentes, c'est-à-dire que les gens ne sont pas nécessairement plus heureux en télétravail, même s'ils préfèrent télétravailler. Il y a un confort qui s'explique, qui se comprend par le gain de temps de transport, par la facilité que ça apporte. Néanmoins, ils ne sont pas forcément plus heureux parce qu'évidemment, on a parlé tout à l'heure des télescopages de sphères et que c'est très stressant, c'est très angoissant de mêler la vie personnelle, la vie professionnelle, les différentes identités. On ne peut plus faire de sa vie des étapes successives qui s'adjointent les unes aux autres. Donc ce mélange des sphères, ces identités qui se confondent, créent du stress. Donc on n'est pas forcément plus heureux en télétravail, on est plus libre, on est plus libéré de certaines contraintes, mais pas forcément plus heureux. Le bonheur, c'est quand même quelque chose de très difficilement palpable et mesurable. Et juste pour être clair, quand je parle de la dimension humaine et de la dimension sociale du travail, je ne parle pas de mettre une table de ping-pong dans la salle de repos. Ces dispositifs un peu infantilisants sont des techniques managériales, mais qui ont toujours en vue la productivité des ouvriers, l'attractivité de l'entreprise, c'est-à-dire toujours un point de vue économique en fait. Ça n'a rien à voir avec un point de vue social ou un point de vue humain ou un point de vue politique sur ce qu'est le travail. Et donc en conclusion, penser le travail comme un fait social total et pas juste économique, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de répondre à la question comment produire plus, plus vite, plus fort, mais qu'il va falloir surtout se demander qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, en quelle quantité, pour qui, dans quelles conditions, voilà. Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour comprendre le travail de façon politique et pas juste de façon économique, c'est-à-dire en gestionnaire. Mais là, ce sont de bien vastes questions. On en reparlera bien sûr sur la chaîne de la notion de travail, qui est une notion importante. Allez, voilà pour ce petit vlog de l'été. Vous pouvez le partager si vous voulez. Et puis voilà, je vous en referai un ou deux autres comme ça rapidement sur le mois d'août. Et puis j'essaierai de reprendre les vraies vidéos à la rentrée si j'ai le temps, parce qu'il y a des nouveaux programmes. Voilà, on verra. Allez, à plus.